Je m'appelle Victor, j'ai 34 ans, et il y a exactement 2 ans, j'étais assis à une table en acajou sur mesure tandis que le père milliardaire de ma petite amie me regardait droit dans les yeux et me traitait de déchet de la rue devant 20 membres de l'élite la plus puissante de l'État. Il a ri en m'humiliant, me traitant comme un chien errant qui s'était égaré dans son manoir immaculé et intouchable. Mais il y avait un détail catastrophique et de taille que Richard Harrington ignorait. L'orphelin sans nom qu'il exécutait publiquement pour le crime d'être né pauvre se trouvait être le PDG secret du seul empire technologique qui tenait la bouée de sauvetage financière de son entreprise en train de couler. Et à l'instant même où je vous parle, il est assis dans une pièce froide et sans fenêtre, me suppliant de lui éviter une décennie dans une prison fédérale. Avant de vous raconter exactement comment j'ai démantelé tout son héritage pièce par pièce, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime » si vous croyez que la vraie justice finit toujours par rattraper ceux qui abusent de leur pouvoir. Et n'oubliez pas de me dire depuis où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, revenons au moment exact où le cristal s'est brisé. Le pinot noir coûteux s'est instantanément transformé en vinaigre dans ma bouche. Jamais, aussi longtemps que je vivrai, je n'oublierai le son exact de cette immense salle à manger devenant complètement, horriblement silencieuse. C'était un vendredi soir de la fin octobre. La salle à manger formelle de la propriété Harrington à Newport était un chef-d'œuvre absolu de richesse générationnelle intimidante. C'était le genre de pièce conçue spécifiquement pour vous faire sentir tout petit. Nous étions assis à une table en acajou sculptée à la main sur mesure qui coûtait facilement plus cher que la maison d'une famille américaine moyenne. Le bois était poli comme un miroir, reflétant la lumière d'un immense lustre en cristal suspendu directement au-dessus de nos têtes. Ce lustre captait la lumière et ressemblait à 1000 diamants en pleurs, projetant des ombres nettes et fragmentées sur les assiettes en porcelaine fine et les lourds couverts en argent. Il y avait 20 invités de marque ce soir-là. Ce n'était pas juste un dîner de famille. C'était une démonstration de force calculée. Nous avions un éminent sénateur de l'État assis à ma gauche, un homme qui a passé la première heure à se vanter bruyamment de ses acquisitions immobilières. À ma droite était assis un magnate du pétrole, les doigts lourds de bagues en or, sentant les cigares chers et la vieille fortune. Le reste de la table était une collection soigneusement sélectionnée d'héritiers et de personnes influentes qui n'avaient jamais vérifié une étiquette de prix de toute leur vie, dispersés autour de la table comme des ornements vivants. Et puis, assis tout au bout de la table, commandant la pièce avec une arrogance naturelle, il y avait Richard Harrington. Richard était le patriarche, le PDG milliardaire de Harrington Energy, et le père de ma petite amie Pénélope. Il trônait en bout de table comme un roi antique, inspectant ses sujets loyaux et dociles. Son costume sur mesure était impeccable, ses cheveux argentés parfaitement coiffés. Tout au long de la soirée, j'ai d'ailleurs parfaitement joué mon rôle. Je portais un costume bien ajusté, mais visiblement prêt à porter. J'utilisais la bonne fourchette pour le loup de mer rôti. Je souriais poliment aux questions condescendantes et passives-agressives que les invités me lançaient au sujet de mes modestes startups. Ils me considéraient comme une curiosité amusante, une distraction temporaire pour la princesse Harrington. Mais Richard buvait beaucoup depuis 18 heures. Son visage était rouge d'un mélange de scotch coûteux et d'une colère sourde qu'il portait partout avec lui. C'était un homme soumis à une immense pression invisible, même si j'étais le seul dans la pièce à en connaître la raison exacte. La conversation à table s'était brièvement tournée vers un récent événement caritatif visant à aider les jeunes défavorisés des quartiers populaires. La femme du sénateur n'en finissait pas de dire à quel point c'était merveilleux de signer un chèque et de résoudre ainsi le problème de la pauvreté. J'ai bu une gorgée d'eau et j'ai fait un commentaire poli et mesuré sur l'importance absolue de donner une chance aux enfants de s'en sortir, mentionnant que les problèmes systémiques nécessitaient plus qu'un simple gala pour être résolus. C'était un sujet qui me tenait profondément à cœur en raison de mon propre passé dans le système des familles d'accueil. Cette phrase simple et bien intentionnée fut l'étincelle qui fit sauter la poudrière. Richard frappa violemment son lourd verre en cristal sur la table en acajou. Le choc sec et violent résonna dans la pièce caverneuse comme un coup de feu. Les bavardages ambiants s'arrêtèrent net. Il me fixa droit dans les yeux. Ses yeux étaient d'un bleu glacé, complètement dépourvus de chaleur humaine. « Soyons tout à fait réalistes un instant », annonça Richard. Sa voix était un baryton bas et résonnant, cultivé mais cruel, conçu spécifiquement pour traverser la longue table et me frapper de plein fouet à la poitrine. Nous ne laissons pas entrer les bêtes errantes dans la maison. Nous les nourrissons peut-être sur le porche arrière, si nous nous montrons particulièrement généreux, mais nous ne leur offrons certainement pas de place à notre table. L'air dans la pièce s'évanouit tout simplement.
L'oxygène fut aspiré de l'espace. 20 invités de marque se figèrent instantanément sur leurs chaises. Les fourchettes restèrent suspendues à mi-chemin des bouches ouvertes. La femme du sénateur détourna le regard, soudainement très intéressée par sa serviette de table. Chaque paire d'yeux fit la navette nerveusement entre le patriarche milliardaire et moi. Richard se pencha en avant, un sourire mince et terrifiant se dessinant sur ses lèvres. Il savourait cet instant. Il se nourrissait du pouvoir de l'humiliation publique. Cela perturbe la lignée. Voyez-vous, un garçon peut avoir ses petites aventures. Une fille peut avoir sa période de rébellion. Mais on n'invite pas un déchet de la rue à un dîner de gala. On ne prétend pas qu'un homme qui a grandi dans le système des familles d'accueil, un homme sans vraie famille, sans nom convenable ni salaire décent, a sa place dans une pièce où les couverts coûtent plus cher que toute sa valeur nette. Je sentis le sang se retirer complètement de mon visage, pesant lourdement dans mes mains et les faisant trembler légèrement sous l'épaisse nappe en lin. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, une réaction primitive face à une menace directe. Je serrai les poings sous la table jusqu'à ce que mes ongles s'enfoncent profondément dans ma peau, utilisant cette douleur physique locale et vive pour me ramener à la réalité. Je refusais de trembler. Je refusais de lui laisser voir l'enfant qu'il essayait de ressusciter dans ma tête. Je regardais Pénélope, la femme que j'aimais, la femme avec qui j'avais passé 2 ans à construire une vie. Elle était assise, rigide, sur sa chaise. Elle était pâle, fixant intensément son assiette de loup de mer à moitié mangée, refusant catégoriquement de croiser mon regard. Ses mains étaient croisées sur ses genoux. Elle ne dit rien, pas un seul mot pour me défendre, pas le moindre murmure de protestation. Regardez-le, ricana Richard, me désignant de sa fourchette en argent comme si j'étais un spécimen malade dans un bocal. Il sait qu'il est un imposteur. Il sait qu'il n'a rien à faire ici. C'est en fait cruel envers lui de le laisser prétendre qu'il pourra jamais combler le fossé entre son monde et le nôtre. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la table. Je ne lui ai pas jeté mon vin coûteux au visage. Même si chaque fibre de mon être me hurlait de le faire, le silence était si lourd qu'il ressemblait à une pression physique contre mes tympans. Je détachai soigneusement ma serviette de mes genoux. Je la posai sur la table, lissant le lin blanc avec une précision délibérée et presque douloureuse. Je me levai lentement, prenant mon temps, ajustant les boutons de ma veste de costume. Je regardai toute la longueur de la table, verrouillant mon regard dans celui de Richard Harrington. Je refusai de lui laisser voir la moindre trace de peur. « Merci pour le repas, Richard, dis-je. » Ma voix était parfaitement stable, résonnant clairement dans la pièce plongée dans un silence de mort, ne trahissant absolument rien de l'ouragan qui faisait rage dans ma poitrine. Et merci pour la clarté. Il est vraiment rare de rencontrer un homme si pressé de montrer au monde entier à quel point il est petit en réalité. Un soupir collectif parcourut la table. Le magnate du pétrole laissa tomber sa fourchette. Richard cligna des yeux, son sourire arrogant vacillant une microseconde avant de se durcir en une rage pure et absolue, le visage congestionné. Il ouvrit la bouche pour hurler, mais je n'attendis pas sa réponse. Je me retournai et sortis de la salle à manger. Je n'ai pas couru. J'ai marché avec le rythme lent et délibéré d'un homme qui a déjà traversé le feu et sait pertinemment qu'il n'en brûlera pas. Je pensais que le pire était passé en marchant dans le grand couloir vers la porte d'entrée. Je pensais que l'humiliation était la fin de tout. Je me trompais si lourdement. Le véritable cauchemar ne faisait que commencer. Pour comprendre le poids écrasant de cette nuit-là, pour comprendre pourquoi les mots de Richard m'avaient transpercé comme un couteau, il faut savoir exactement d'où je viens. La famille Harrington me regardait et voyait un homme dans un costume bon marché. Il faisait des suppositions immuables basées sur mon code postal et mon absence de diplôme d'une prestigieuse université. Il ne connaissait pas les fantômes que je portais, et il n'avait aucune idée du feu qui m'avait forgé. Mes plus anciens souvenirs ne sont pas de grands dîners de Thanksgiving, de cheminées chaleureuses ou de vacances en famille à Aspen. Mes plus anciens souvenirs sont définis par l'odeur suffocante de l'eau de javel industrielle et du chou bouilli dans des foyers d'accueil gérés par l'État. Je me souviens de cette sensation lourde et écrasante au creux de l'estomac, lorsque, petit garçon de 7 ans assis sur un matelas usé et taché, je serrais un sac poubelle en plastique noir contenant tout ce que je possédais au monde. Je me souviens avoir fixé la porte, attendant une famille qui ne viendrait jamais. J'ai été ballotté de maison en maison, de famille en famille. J'ai appris très tôt que l'amour conditionnel est pire que l'absence d'amour. J'ai appris que personne ne viendrait me sauver.
Si je voulais survivre dans ce monde, je devais me sauver moi-même. Adolescent, j'ai cumulé des doubles journées éreintantes, servant des tables dans une succession de restaurants routiers graisseux. J'ai passé ma jeunesse à faire face à des clients grossiers et arrogants qui claquaient des doigts pour une tasse de café froid, tout cela pour économiser de quoi me payer mes manuels scolaires à l'université publique locale. J'ai marché des kilomètres sous la neige parce que je ne pouvais pas me payer le ticket de bus. Chaque dollar que j'avais gagné, chaque bribe de connaissances que j'avais acquise, était imprégné de ma propre sueur et d'un isolement extrême. Mais j'étais intelligent et, surtout, j'avais faim. Alors que les autres jeunes de mon âge faisaient la fête, j'étais à la bibliothèque pour apprendre seul des architectures de codage complexes. À 28 ans, travaillant depuis un garage glacial et non chauffé dans un quartier malfamé, j'ai développé un algorithme de technologie verte révolutionnaire. Cet algorithme optimisait la distribution du réseau énergétique d'une manière totalement inédite. Il est devenu la fondation d'Aérotech. Lorsque mes brevets sont arrivés sur le marché, ils ont explosé. Les seuls frais de licence ont commencé à rapporter des centaines de millions de dollars. Mais j'ai fait un choix très conscient et délibéré le jour où je suis devenu milliardaire. J'ai choisi de rester complètement à l'écart des projecteurs. J'ai utilisé des holdings complexes, des accords de confidentialité en béton, et j'ai engagé une directrice générale par procuration brillante et grassement payée pour gérer toutes les négociations publiques et les apparitions médiatiques. Je voulais de la discrétion. Je voulais une vie normale. Je voulais que mon travail parle de lui-même plutôt que de devenir un milliardaire célèbre dont chaque geste, relation et repas étaient traqués par les paparazzis. J'ai rencontré Pénélope il y a 2 ans dans un café calme et modeste de la ville. Elle était belle, charmante, et semblait complètement détachée du monde toxique de la richesse extrême dans lequel elle avait grandi. Elle riait de mes blagues. Elle partageait mon amour pour les vieux livres et elle semblait sincère. Je ne lui ai jamais menti. Je lui ai dit que je dirigeais une entreprise technologique, et au vu de mon mode de vie humble, de ma berline pratique et de mon modeste appartement du centre-ville, elle a simplement supposé qu'il s'agissait d'une petite entreprise de support informatique en difficulté. Elle ne s'est jamais souciée de me demander des détails financiers, et j'appréciais cela. J'aimais le fait qu'elle m'aime pour moi, pas pour mon portefeuille ou mon héritage potentiel. Mais les fissures dans nos fondations sont apparues dès qu'elle m'a présenté son monde. La famille Harrington et leur cercle social d'élite appartenaient à une autre espèce humaine. Ils étaient fermement convaincus que la véritable richesse et le pouvoir ne provenaient que d'une longue lignée ininterrompue de sang aristocratique. Pour eux, les hommes qui s'étaient faits tout seuls n'étaient que des paysans chanceux. Je me souviens très bien de la toute première fois où j'ai rencontré Margaret, la mère de Pénélope. Nous étions à un déjeuner dans un country club exclusif. Je suis entré dans la pièce ensoleillée, et elle m'a toisé de haut en bas avec des yeux qui ressemblaient à des éclats de glace. Son sourire poli et faux n'atteignait jamais ses joues. Nous nous sommes assis pour déjeuner et, au cours de notre brève conversation, elle a mentionné avec stratégie le divorce récent et houleux d'un ami fortuné. Elle s'est penchée en avant, son collier de diamants captant la lumière du soleil, et a souligné à quel point l'argent ruine toujours les relations lorsque l'une des parties n'apporte absolument rien. Elle a regardé directement mes mains, dépourvues de montres de luxe, et a dit, c'est tellement tragique quand les gens essaient de gravir l'échelle sociale par le mariage. N'êtes-vous pas d'accord, Victor? Cela se termine toujours par des larmes et un vilain procès. Ce n'était pas une conversation. C'était un tir de semonce calculé et venimeux, envoyé directement sur ma trajectoire. Ensuite, il y avait Samantha, la meilleure amie de Pénélope. Samantha était une manipulatrice hors pair, une femme qui se nourrissait de drames, d'exclusivité et de la démolition des autres femmes. Je la surprenais souvent à chuchoter à l'oreille de Pénélope lors des réceptions, en me jetant des regards en biais. Elle semait constamment le doute. Elle faisait des remarques subtiles sur mon absence de domaine familial, se demandant à haute voix comment Pénélope s'en sortirait sans son confort habituel si nous nous marions. Elle était le poison distillé, convainquant lentement et méthodiquement Pénélope que sortir avec moi était un acte de charité extrême, une phase de rébellion qui devait prendre fin. Mais le pire de tout c'était Preston. Preston était le frère aîné de Pénélope, le prétendu enfant prodigue, l'héritier désigné de l'Empire Harrington. Preston était l'incarnation vivante des dangers d'une confiance en soi injustifiée alliée à un fonds fiduciaire massif. Il n'avait jamais travaillé dur de sa vie. Pourtant, il se promenait avec l'assurance usurpée d'un conquérant. Un mois avant ce désastreux dîner, il y a eu un incident qui résumait parfaitement qui était Preston.
Nous étions à une soirée de bienfaisance en ville. J'attendais près du voiturier que Pénélope récupère son manteau. Preston, ivre, le visage rouge et chancelant, est sorti en titubant, entouré de ses amis flatteurs. Il m'a vu là, debout, m'occupant de mes affaires, et m'a bousculé délibérément. Il a incliné son verre avec négligence, renversant une bonne quantité de vin rouge coûteux sur ma seule veste de costume convenable. Le liquide rouge foncé a immédiatement imbibé le tissu. Je suis resté là, sous le choc. Au lieu de s'excuser, Preston a juste ri. Un rire bruyant, odieux et cruel qui a attiré l'attention de l'élite environnante. Il a plongé la main dans la poche de sa veste de créateur, en a sorti un pince-billet en cuir de luxe, a détaché un billet de $50 tout neuf et me l'a jeté directement à la poitrine. Le billet a flotté jusqu'au sol, atterrissant dans une flaque d'eau sale. Ne t'en fais pas pour ça, Victor, a ricané Preston, un rictus cruel déformant son visage tandis que ses amis gloussaient derrière lui. Prends ça. Tu pourras aller chez Walmart demain pour t'acheter 3 autres de ces chiffons bon marché. Essaie d'avoir l'air présentable la prochaine fois. Il s'est ensuite retourné et a claqué des doigts bruyamment pour appeler le voiturier, réclamant sa Rolls-Royce noire personnalisée toute neuve. Je suis resté là, le vin froid traversant ma chemise, écoutant le ronronnement arrogant de son moteur à un demi-million de dollars s'éloigner, me laissant humilié sur le trottoir. J'ai avalé ma fierté ce soir-là. J'ai ramassé le billet de $50 et je l'ai donné au voiturier en guise de pourboire. J'ai avalé ma fierté chaque fois qu'il me lançait une insulte subtile. Chaque fois qu'il me regardait comme si j'étais une chose sur laquelle il venait de marcher. Je ne le faisais pas parce que j'étais faible. Je ne le faisais pas parce que j'étais intimidé par leurs vastes propriétés immobilières, leurs comptes offshore ou leurs abonnements au country club. Je le faisais parce que je jouais une partie bien plus importante. Ils ignoraient la vérité. Ils étaient aveuglés par leurs propres préjugés profondément ancrés. Ils n'avaient absolument aucune idée que Harrington Energy, le joyau de leur arrogante famille, était en train de se vider de son sang. Richard n'avait pas innové depuis 2 décennies. La vieille entreprise de combustibles fossiles, lourde et dépassée, étouffait sous le poids de dettes massives. Depuis 6 mois, les avocats de Richard suppliaient, plaidaient et rampaient pratiquement auprès de ma directrice générale chez Aerotech pour finaliser une acquisition massive de $4 milliards. Ils avaient désespérément besoin de ma technologie brevetée. Ils avaient besoin de mes liquidités massives pour survivre à l'année fiscale sans déposer le bilan. J'avais gardé mon identité totalement séparée des négociations. Je voulais les observer. Je voulais voir si la famille Harrington avait la moindre qualité rédemptrice, la moindre once d'humanité ou de sens des affaires avant de sauver leur héritage d'une destruction totale. À la table du dîner ce vendredi soir, Richard Harrington m'a donné sa réponse définitive. Il ne s'est pas contenté de m'insulter. Il m'a montré le cœur pourri de sa famille. Et alors que je sortais de cette salle à manger, sentant les regards de 20 membres de l'élite silencieuse me brûler le dos, le dernier fil de ma patience a rompu. Le temps de la dissimulation était révolu. Le temps de la clémence était passé. La brise fraîche et salée de l'Atlantique a frappé mon visage au moment même où je franchissais les lourdes portes en chêne du manoir Harrington. Elle a apporté un soulagement piquant mais profondément bienvenu à ma peau brûlante. J'ai pris une grande inspiration tremblante, essayant de digérer l'ampleur du manque de respect que je venais de subir. L'immense allée de gravier était une vitrine de l'ingénierie automobile européenne, une véritable mer de richesse reflétant la lueur pâle de la lune. J'ai marché d'un pas lourd et mesuré vers ma berline modeste et fiable. Elle était garée de manière visible, presque comique, entre une Ferrari rouge élégante et une Porsche 911 argentée. Je gardais cette voiture simple pour une raison précise. C'était mon ancrage. C'était un rappel quotidien et tangible d'où je venais et de la dureté du travail que j'avais fourni pour en arriver là. J'ai sorti mes clés de ma poche. Mes mains étaient enfin stables. Je tendais la main vers le métal froid de la poignée de ma portière lorsque j'ai entendu le crissement frénétique et désespéré de talons au courant sur le gravier derrière moi. Victor, attends. S'il te plaît, attends. C'était Pénélope. Elle courait vers moi dans la faible lumière de l'allée. Sa robe en soie coûteuse et ajustée sur mesure prenait le vent de l'océan, la rendant essoufflée, paniquée et totalement déplacée. Je me suis arrêté, posant ma main sur le toit de ma voiture, et me suis lentement retourné pour lui faire face. Victor, s'il te plaît, a-t-elle haleté, m'atteignant enfin. Elle a tendu la main et a attrapé mon bras, sa poigne étonnamment serrée.
Ses yeux étaient grands ouverts, remplis d'un mélange confus de peur, d'embarras et de désespoir. Je suis tellement désolé. Je ne savais pas. Je te le jure sur ma vie. Je n'avais absolument aucune idée qu'il allait être aussi cruel ce soir. J'ai regardé sa main délicate et manucurée posée sur la manche de ma veste bon marché, puis j'ai levé les yeux vers son visage. J'avais aimé cette femme profondément. Je lui avais donné mon cœur. J'avais passé les 2 dernières années de ma vie à me plier en 4, essayant de combler le fossé immense, invisible et apparemment insurmontable entre nos 2 mondes totalement différents. J'avais fait tant d'efforts pour lui montrer que le caractère, l'intégrité et la façon dont on traite le serveur d'un restaurant comptaient tellement plus que les abonnements au country club, les fonds fiduciaires et les codes postaux UP. Mais en la regardant en ce moment même, frissonnant légèrement dans l'air frais de la nuit, je ne voyais qu'une faiblesse profonde et décevante. Il m'a traité de déchet de la rue, Pénélope, dis-je. Ma voix était basse, sans cri, mais d'un calme dangereux. C'était le calme avant une tempête catastrophique. Il m'a humilié devant 20 des personnes les plus puissantes de cet État. Il m'a dépouillé de tout pour effacer mon humanité. Et toi? Tu es restée assise là. Tu as regardé ton assiette de nourriture coûteuse et tu l'as laissé faire. Il est ivre, Victor, plaida-t-elle, de grosses larmes sombres coulant de ses yeux, ruinant son maquillage coûteux en glissant sur ses joues. Il est soumis à un stress énorme en ce moment. Tu sais que Harrington Energy est en difficulté. La nouvelle fusion d'entreprises lui pèse terriblement. Il ne dort plus. S'il te plaît, montre-toi plus intelligent que lui. Je lui parlerai demain quand il sera sobre. Je le forcerai à s'excuser. Reviens à l'intérieur avec moi, s'il te plaît. Ne fais pas d'histoire et ne gâche pas la soirée de tout le monde. Un rire amer et sec m'échappa. J'ai serré le métal froid de la portière jusqu'à ce que mes articulations deviennent complètement blanches. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Elle était totalement aveuglée par ses privilèges. Ne fais pas d'histoire, répétai-je d'un murmure dur et incrédule. Ton père vient de tenter de me dépouiller publiquement de ma dignité humaine. Il m'a traité de chien errant qui doit rester sur le porche arrière. Et toi, tu t'inquiètes de faire des histoires à un dîner. J'ai retiré doucement mais fermement mon bras de son étreinte désespérée. On ne peut pas réparer une pourriture aussi profonde, Pénélope. C'est impossible. Il ne s'est pas contenté de m'insulter ce soir. Il m'a montré exactement ce qu'il pense de moi. Mais surtout, bien plus important encore, dans ce silence lâche et assourdissant à table, tu m'as montré exactement qui tu es. Qu'est-ce que ça veut dire? S'écria-t-elle, faisant un pas en arrière, stupéfaite, comme si je l'avais frappé physiquement. Ça veut dire que tu penses qu'il a raison, dis-je doucement, cette douloureuse certitude s'installant définitivement dans ma poitrine, remplaçant mon amour pour elle par un vide douloureux. Au fond de toi, nourri par les chuchotements toxiques de Samantha et les avertissements constants de ta mère, tu es d'accord avec lui. Tu penses que tu t'abaisses en sortant avec moi. Tu penses que je devrais être infiniment reconnaissant de subir ces abus juste pour le privilège magnifique d'apparaître à tes côtés sur les photos de famille. Ce n'est pas vrai. Je t'aime, sanglota-t-elle, sa voix résonnant légèrement dans la grande allée vide. Si tu m'avais vraiment respecté, Pénélope, si tu m'avais vraiment aimé comme un partenaire égal, tu aurais renversé cette table en acajou à la seconde même où il a ouvert la bouche. Tu aurais pris ma main et tu serais sorti avec moi, répondis-je. J'ai ouvert la portière de ma voiture et je suis monté à bord, la lumière intérieure éclairant mon visage fatigué. Je rentre chez moi. Ne me suis pas, Victor, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne le laisse pas gagner. Ne nous sépare pas, cria-t-elle par-dessus le bruit de mon moteur qui démarrait. J'ai baissé la vitre et j'ai regardé au-delà d'elle, fixant directement l'immense forteresse de pierre du manoir qui se dessinait dans l'obscurité. C'était un monument à l'ego, à la richesse héritée et à la cruauté. Il ne peut pas détruire ce qu'il ne possède pas, dis-je en la regardant dans les yeux une dernière fois. Retourne à l'intérieur, Pénélope. Ton père attend que tu finisses ton dessert. J'ai remonté la vitre, passé la première et démarré. Les pneus ont projeté un jet de gravier blanc. J'ai regardé Pénélope rétrécir dans mon rétroviseur, une silhouette minuscule et fragile debout seule dans l'allée, jusqu'à ce qu'elle soit complètement engloutie par les ombres de l'immense domaine. Je la laissais derrière moi, ainsi que tout ce que sa famille représentait. Je roulais seul sur les virages sinueux et dangereux de la Pacific Coast Highway. L'obscurité totale de l'océan reflétait parfaitement mon état d'esprit.
La chute d'adrénaline après la confrontation a fini par frapper mon organisme comme un coup physique. Ma mâchoire me faisait terriblement mal à force de serrer les dents. Mes mains serraient le volant si fort qu'elles étaient engourdies. Mais la douleur s'est rapidement transformée en autre chose. Elle s'est transformée en une concentration froide, tranchante et terrifiante de clarté. La tristesse de la rupture s'est évaporée, remplacée par une rage froide et calculatrice. J'ai appuyé sur un bouton de mon volant, activant la connexion Bluetooth sécurisée. J'ai appelé ma directrice de cabinet, Nadia. Nadia était mon adjointe exécutive, mon bras droit et, sans aucun doute, l'esprit opérationnel le plus aiguisé et le plus impitoyable que j'ai jamais rencontré dans le monde des affaires. Elle était la seule personne à connaître les moindres détails de ma vie. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. « Victor » dit Nadia, d'une voix tendue, brève et strictement professionnelle malgré l'heure tardive. « Je sais que vous assistiez au dîner de la famille Harrington ce soir, mais j'étais sur le point de vous appeler. Nous avons une escalade sérieuse. L'avocat d'affaires de Harrington Energy vient d'envoyer un email très agressif et exigeant à notre équipe juridique. »« Continuez, dis-je, les yeux fixés sur la route sinueuse devant moi. J'ai fixé la route déserte, les phares perçant l'épais brouillard côtier. Richard Harrington pensait m'avoir remis à ma place ce soir. Il pensait avoir écrasé un insecte sous ses chaussures coûteuses en cuir italien. Il n'avait absolument aucune idée qu'il venait de déclarer une guerre totale au seul homme qui détenait les clés de la survie de son entreprise. Nadia, dis-je d'une voix plus grave, stable comme de la pierre. Oui, Victor, quelle est la stratégie? Annuler tout. Tuer l'accord. Il y eut un bref silence de stupeur sur la ligne hautement sécurisée. Même Nadia, pourtant habituée à mes tactiques commerciales agressives et parfois peu orthodoxes, fut prise de court. Je suis désolé. La connexion a dû couper. Avez-vous bien dit d'annuler la fusion, Victor? L'accord est actuellement évalué à 4 milliards de dollars. Les seuls frais de résiliation contractuels vont nous coûter des dizaines de millions. Je me fiche des frais de résiliation, l'interrompis-je, mon ton tranchant comme une lame, ne laissant absolument aucune place au débat ou à l'hésitation. Signez le chèque de pénalité directement sur le fonds opérationnel ce soir. Résiliez la lettre d'intention. Retirez immédiatement nos engagements de financement. Informez la SEC qu'Aerotech se retire de toutes les négociations, avec effet immédiat à 7 minutes précises. Victor, vous devez comprendre les retombées catastrophiques, l'avertit Nadia, le cliquetis rapide de ses doigts volants sur son clavier audible en arrière-plan. Cela va absolument les détruire. Si nous retirons notre soutien financier maintenant, sans avertissement, le marché va massacrer leur action lundi matin. Un procès massif suivra. Ils n'ont pas de plan de secours. Ils seront insolvables sous 72 heures. C'est exactement le but, Nadia. Je veux que vous rédigiez l'avis de résiliation officielle dès maintenant. Entendu, dit-elle, passant instantanément du rôle de conseillère à celui d'exécutante impitoyable. Quel motif notre équipe juridique doit-elle invoquer pour ce retrait soudain et sans précédent? Ne laissez pas l'équipe juridique l'envoyer, ordonnai-je froidement. Je veux contourner entièrement leur structure d'entreprise. Envoyez l'avis de résiliation directement à l'adresse email personnelle et privée de Richard Harrington. Invoquez des valeurs d'entreprise incompatibles et un leadership hautement toxique comme seule raison de notre retrait. Assurez-vous que la formulation soit juridiquement contraignante mais personnellement insultante. L'avis de résiliation doit être dans sa boîte de réception privée dans exactement 5 minutes. C'est fait. Considérez que c'est envoyé, confirma Nadia. J'ai raccroché le téléphone. La lourde guillotine de fer avait été lâchée. Il ne me restait plus qu'à m'asseoir et à attendre que la lame tombe. Mais la tempête ne faisait que rassembler ses forces. Et la famille Harrington allait apprendre que les actes ont des conséquences dévastatrices. Je me suis réveillé étonnamment tôt le samedi matin. Malgré le naufrage émotionnel de ma rupture avec la femme que je pensais épouser, je me sentais mais plus reposé et l'esprit plus clair que je ne l'avais été depuis des mois. Le poids étouffant de mes efforts pour m'intégrer dans leur monde prétentieux avait enfin disparu. Je suis entré dans la grande cuisine ensoleillée de mon Penthouse en centre-ville, j'ai allumé les informations et j'ai préparé un pot de café filtre bon marché et amer. C'était une habitude ancrée de mes années d'étudiant fauché que je refusais d'abandonner. Dès 8 heures, mon téléphone portable personnel affichait 12 appels manqués frénétiques et des dizaines de SMS désespérés de Pénélope. Je les ai tous ignorés.
L'email officiel de résiliation était bien arrivé dans la boîte de réception de Richard tard hier soir, mais la nouvelle n'avait pas encore été divulguée au public ou à la presse financière. Pour l'instant, seuls les plus hauts niveaux de la direction de Harrington Energy savaient qu'il se trouvait soudainement au bord d'un précipice terrifiant sans parachute. Je n'osais imaginer la panique absolue qui régnait dans les couloirs du domaine Harrington. À 8h30 précise, mon interphone sécurisé a sonné. C'était Donovan, le chef de la sécurité de ma résidence, un ancien militaire qui semblait rarement stressé. « Monsieur », dit Donovan, d'une voix légèrement perturbée et agacée. « Je m'excuse sincèrement pour cette interruption matinale un week-end, mais il y a une femme ici dans le hall d'entrée qui exige de vous voir immédiatement, une certaine Madame Margaret Harrington. Elle refuse de partir, menace d'appeler la police et de faire un scandale si nous ne la laissons pas monter à votre étage. » Je souris en prenant une lente et agréable gorgée de mon café chaud. L'audace de cette famille était décidément sans limite. Tout va bien, Donovan. Faites-la monter. Exactement 5 minutes plus tard, les portes de l'ascenseur privé se sont ouvertes silencieusement directement dans mon hall d'entrée. Margaret Harrington en est sortie comme si elle entrait sur un champ de bataille qu'elle avait déjà gagné. Elle était vêtue de manière impeccable d'un costume de créateur de couleur crème sur mesure, serrant un sac Birkin rare qui coûtait nettement plus cher que mes 3 premières voitures réunies. Sa posture était incroyablement rigide, son menton haut, et son visage figé dans un masque de dédain poli soigneusement travaillé. Elle ressemblait exactement à une femme qui avait passé toute sa vie privilégiée à essayer de contrôler l'incontrôlable avec rien d'autre que de l'argent et des menaces. Elle entra d'un pas vif dans mon salon, ses talons coûteux claquant sèchement et de manière agressive sur le parquet. Elle regarda autour d'elle la décoration moderne et minimaliste avec un rictus de jugement à peine dissimulé. Elle ne savait manifestement pas que je possédais tout le pantouse du dernier étage. Elle supposait probablement que je louais un petit studio trop cher et que je dépensais au-dessus de mes moyens. « Bonjour, Margaret », dis-je négligemment, sans lui proposer de siège, adossé confortablement au comptoir en marbre de la cuisine, les 2 mains serrées autour de ma tasse chaude. À quoi dois-je exactement l'honneur de cette visite inattendue ? Richard vous a-t-il envoyé ici pour terminer le discours qu'il a commencé hier soir ? Elle s'arrêta à quelques pas de moi, serrant son sac de luxe de ses mains blanchies par l'attention. Richard ne sait pas que je suis ici. Et franchement, Victor, je n'ai ni le temps ni la patience pour votre ton sarcastique aujourd'hui. Notre famille est confrontée à une crise financière catastrophique et extrêmement sensible ce matin, et mon mari est en train de perdre la tête dans son bureau. Ah bon ? Demandai-je, feignant une surprise totale et innocente. Des problèmes d'argent ? C'est bien dommage. Oui, c'est dommage, trancha-t-elle, les yeux plissés. Et la toute dernière chose dont cette famille a besoin en ce moment, c'est que Pénélope fasse une crise émotionnelle à cause d'une rupture théâtrale avec un homme qui n'est pas de son rang. Elle a pleuré toute la nuit, et c'est une distraction que nous ne pouvons pas nous permettre. Margaret plongea rapidement la main dans son sac de créateur et en sortit une enveloppe blanche, lourde et impeccable. Elle la jeta de manière irrespectueuse sur le comptoir en marbre entre nous. Elle atterrit avec un bruit mat et incroyablement insultant. Il y a un chèque de banque certifié à l'intérieur de cette enveloppe pour un montant exact de $100 000, dit-elle, d'un ton empreint d'une condescendance venimeuse. Je veux que vous le preniez. Je veux que vous emballiez vos affaires bon marché, que vous quittiez l'État et que vous bloquiez le numéro de téléphone de Pénélope. Disparaissez de nos vies définitivement. J'ai baissé les yeux vers l'enveloppe blanche, fixant le papier rigide, puis j'ai lentement relevé la tête vers son visage parfaitement maquillé. Laissez-moi récapituler. Vous venez chez moi à 8h du matin un samedi pour me corrompre afin que je quitte votre fille. Oh, arrêtons cette comédie fatigante, Victor, soupira-t-elle lourdement, agitant la main d'un geste dédaigneux comme pour chasser une mouche. J'ai tendu la main et ramassé l'enveloppe. Je n'ai pas pris la peine de l'ouvrir. Je l'ai tenue légèrement entre mes doigts, sentant la texture lourde et coûteuse du papier de la banque. $100 000, dis-je, pensif, en inclinant la tête. Entièrement exonéré d'impôts, ajouta-t-elle d'un air suffisant, un sourire victorieux touchant enfin ses lèvres, persuadée d'avoir acheté ma soumission. Considérez cela comme une généreuse indemnité de départ pour votre temps perdu. Je la regardai droit dans les yeux, mon expression d'un vide glacial. Puis, lentement, délibérément, et sans rompre le contact visuel une seule seconde, j'ai déchiré l'enveloppe et le chèque de banque certifié en deux. Le papier épais offrait une certaine résistance, mais je l'ai déchiré de part en part. Ensuite,
j'ai superposé les morceaux et les ai déchirés en 4. J'ai ouvert la main et j'ai laissé les morceaux déchiquetés et désormais totalement inutiles tomber comme de la neige dans la poubelle à côté du comptoir. La bouche de Margaret s'est littéralement ouverte de stupeur. Son masque aristocratique de dédain poli a volé en éclats, révélant un choc pur et total. Ses yeux étaient écarquillés. « Êtes-vous cliniquement fou? Avez-vous la moindre idée de ce que vous venez de faire? C'était 100 000 $. Je pense que vous devriez quitter ma maison maintenant, Margaret, dis-je d'un murmure dangereux et glacial. Et honnêtement, vous auriez vraiment dû garder cet argent pour vous, car lundi matin, votre famille va avoir besoin du moindre centime pour survivre au procès qui vous attend. » Elle me regarda, bouche bée, avant de tourner les talons et de se précipiter vers l'ascenseur. Son visage était rouge de fureur, mais sa visite avait déclenché quelque chose de profond en moi. Tandis que la famille Harrington s'entredéchirait dans leur immense manoir de Newport, hurlant à propos des avocats et des fonds fiduciaires, j'ai passé tout mon dimanche dans un silence total et imperturbable. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas jubilé. Je me suis assis seul dans mon bureau sombre, fixant intensément la lumière bleue de mes 3 grands écrans, me préparant pour le coup fatal. Le monde des affaires est intrinsèquement impitoyable, et je ne suis pas un saint. Je savais pertinemment que l'annulation de la fusion allait dévaster financièrement Richard Harrington, mais cela allait aussi nuire gravement aux milliers d'honnêtes gens qui travaillaient dur chez Harrington Energy. Je devais savoir exactement quels seraient les dommages collatéraux. Tard le dimanche soir, Nadia et moi nous sommes connectés en toute sécurité à un serveur privé hautement crypté. Au cours des 6 derniers mois d'audit approfondi pour la fusion d'entreprises, Aerotech avait légalement exigé et obtenu un accès total aux registres financiers les plus confidentiels de Harrington Energy. Richard avait désespérément tenté de cacher les parties déficitaires de son bilan dans des comptes offshore complexes, mais l'équipe de juristes comptables de Nadia était une meute de limiers implacables. Ce que nous avons découvert, caché au plus profond des tableurs, a complètement changé la donne. Cela a transformé ma vengeance personnelle et silencieuse en une croisade juste et implacable. Richard Harrington n'était pas seulement un homme d'affaires incroyablement incompétent. C'était un criminel désespéré et malveillant. Selon les registres dissimulés, il dissimulait activement des pertes financières catastrophiques dans ses divisions principales depuis plus de 5 ans. Pour maintenir artificiellement le cours de l'action de l'entreprise à Wall Street et préserver son propre train de vie de milliardaire, il avait emprunté illégalement des sommes massives directement dans les fonds de pension des employés. Il volait systématiquement les salaires différés et les cotisations de retraite de la classe ouvrière. Il pillait discrètement les comptes de retraite sécurisés d'hommes et de femmes qui avaient passé 30 ans à se briser le dos sur des plateformes pétrolières et dans des raffineries pour lui. Il volait concrètement l'argent des études des enfants de ses employés pour payer les sacs de créateurs de Margaret, les cotisations de Country Club et les projets immobiliers foireux de Preston. Si Harrington Energy faisait totalement faillite lundi, ce qui se produirait inévitablement sans mon injection immédiate de liquidité, ces milliers d'innocents perdraient tout. Je me suis adossé lourdement à mon fauteuil ergonomique. L'hypocrisie de la situation me soulevait le cœur. Richard m'avait regardé de haut en me traitant de déchet de la rue. Il méprisait la classe ouvrière. Il considérait ses propres employés dévoués de la même manière qu'il m'avait considéré, comme des outils interchangeables et sans nom conçus uniquement pour servir sa grandeur. À ce moment précis, assis dans l'obscurité, ma mission a radicalement changé. Il ne s'agissait plus seulement d'un homme riche et arrogant m'insultant lors d'un dîner mondain. Il s'agissait de sauver des milliers de familles innocentes d'un tyran toxique. Je ne voulais plus simplement briser la fierté de Richard Harrington. J'allais l'évincer chirurgicalement de l'entreprise par la force et prendre les commandes moi-même. Et je devais agir vite, car Maxwell, le PDG d'une entreprise concurrente, tournait déjà autour de la société à l'agonie comme un vautour, prêt à racheter les restes pour une bouchée de pain et à licencier tout le monde. J'ai ouvert un nouveau document vierge sur mon écran. J'ai commencé à rédiger une stratégie d'offre publique d'achat au style extrêmement agressive. Elle était impitoyable, juridiquement inattaquable et ne laissait absolument aucune issue à Richard Harrington. J'étais prêt pour le lundi matin, mais j'ignorais encore à quel point l'explosion allait être spectaculaire. Le lundi matin est arrivé comme un violent orage impitoyable balayant le quartier financier. J'étais déjà à mon bureau dès 5 heures du matin, regardant les indicateurs d'avant-marché défiler sur mes écrans dans une mer de chiffres rouges et inquiétants. Le monde des affaires est un écosystème brutal, et quand un géant commence à saigner, les requins tournent immédiatement autour de lui. À 9h30 précise, heure de l'Est,
La cloche d'ouverture de la bourse de New York a retenti, résonnant dans les salles de marché. Simultanément, la nouvelle terrifiante qu'Aerotech s'était retirée brutalement et sans aucun préavis de l'acquisition de Harrington Energy a frappé les fils d'actualité financière comme une bombe nucléaire. La réaction du marché fut instantanée, impitoyable et incroyablement violente. Harrington Energy était déjà une entreprise de combustibles fossiles vieillissante et en difficulté, lourdement dépendante de l'annonce de notre fusion pour maintenir ses créanciers à distance. Sans notre injection massive de liquidités et nos brevets de technologie verte, il n'était plus qu'une montagne de dettes. Leur action a chuté d'un taux vertigineux de 20% au cours des 10 premières minutes de négociation. À 10 heures, une vague massive de ventes de panique avait fait s'effondrer l'action de 40%. J'étais assis calmement dans mon bureau d'angle au siège social d'Aerotech. La pièce était insonorisée, calme et climatisée. Je regardais le bandeau rouge défiler agressivement au bas de mon écran de télévision murale. Les présentateurs financiers tentaient frénétiquement d'expliquer l'effondrement soudain d'un fleuron de l'énergie américaine. L'empire Harrington partait en fumée en temps réel, et je détenais le seul extincteur existant. Mon téléphone de bureau sécurisé a sonné. C'était Nadia. « Victor », dit-elle, sa voix portant une rare tension d'extrême urgence. J'ai un appel hautement sensible et non enregistré en attente sur la ligne 2. C'est Harrison. J'ai haussé un sourcil, m'adossant à mon fauteuil. Harrison était le directeur financier de Harrington Energy. C'était le bras droit de Richard Harrington, l'homme censé tenir les comptes propres et gérer les opérations quotidiennes fastidieuses pendant que Richard jouait au golf dans ses clubs exclusifs. C'était l'architecte en chef de leurs illusions financières. Passez-le-moi sur la ligne sécurisée et cryptée, ordonnai-je, les yeux fixés sur le graphique de l'action en chute libre. Un clic sonore retentit, puis un soupir lourd et totalement épuisé résonna dans le haut-parleur. C'était le son d'un homme qui n'avait pas dormi depuis des jours. « Est-ce que je parle directement au PDG d'Aerotech » demanda Harrison, la voix tremblante, dépouillée de tout vernis professionnel. « C'est bien lui » répondis-je, utilisant un filtre électronique pour masquer ma voix, protégeant ainsi ma véritable identité. « Vous ne manquez pas d'air en m'appelant directement aujourd'hui, Harrison. Votre entreprise est en train de s'effondrer. Le marché est en train de vous massacrer. S'il vous plaît, écoutez-moi, dit Harrison, paniqué, son assurance professionnelle envolée. Je sais que Richard a offensé votre équipe de négociation. Je sais qu'il est incroyablement arrogant, têtu et impossible à gérer sur le plan personnel. Mais si vous vous retirez complètement aujourd'hui, cette entreprise mourra avant le coucher du soleil. Des milliers d'honnêtes gens qui travaillent dur vont perdre leur emploi, leur couverture santé et leur maison. Vous avez le pouvoir d'éviter une catastrophe économique majeure. Cela ressemble à un échec catastrophique de votre direction, Harrison, pas de la mienne, répondis-je froidement, laissant planer un lourd silence entre nous. Écoutez-moi, je vous en supplie, plaida Harrison d'un murmure rapide et étouffé. Il avait manifestement peur d'être entendu par son propre personnel, peut-être caché dans un placard à fourniture ou ses toilettes privées. Je suis au courant pour le détournement des fonds de pension. Je sais que Richard a illégalement ponctionné les comptes de retraite des employés et leurs cotisations pour couvrir ses appels de marge et ses dettes immobilières personnelles. Il fait cela depuis 5 ans. J'ai activement essayé de l'arrêter il y a quelques mois. Je l'ai supplié de restructurer, mais il a menacé de ruiner ma carrière, de détruire ma réputation et de m'enterrer sous un procès sans fin si je parlais. Si l'entreprise fait faillite aujourd'hui, la SEC va éplucher tous les registres. Richard a l'intention de me faire porter le chapeau pour tout le détournement de fonds afin de se sauver et de protéger l'héritage de sa famille. Je suis resté totalement silencieux, le laissant transpirer à l'autre bout du fil. C'était un rat fuyant un navire en train de couler pour sauver sa peau. En ce moment, c'était un rat extrêmement utile, qui détenait la clé dont j'avais besoin. J'ai un disque dur sécurisé et hautement crypté, finit par avouer Harrison, sa respiration lourde et saccadée. Il contient chaque email supprimé, chaque virement offshore dissimulé et chaque preuve irréfutable dont vous avez besoin pour envoyer Richard Harrington dans un pénitencier fédéral pour 10 ans. J'ai les documents prouvant qu'il a initié les transferts. Je vous donnerai tout. S'il vous plaît, rachetez l'entreprise, sauvez les retraites des employés et accordez-moi l'immunité juridique contre les poursuites de l'entreprise. Je ne veux pas de promotion. Je ne veux pas de parachute doré. Je veux juste éviter la prison et voir mes enfants grandir. Un sourire froid se dessina sur mon visage.
La toute dernière pièce du puzzle venait de tomber dans mes mains. Le moyen de pression était absolu. Apportez le disque dur directement à mon bureau dans exactement 1 heure, Harrison, ordonnai-je d'un ton autoritaire. Contournez complètement la réception. Mon équipe de sécurité vous attendra dans le garage souterrain. Si les données sont fiables et qu'elles protègent entièrement Aérotech de toute responsabilité, nous avons un accord. J'ai raccroché, coupant la connexion avant qu'il ne puisse ajouter un mot. Les pions bougeaient exactement comme je l'avais calculé. Mais le clou de la journée était encore à venir. À 10h45 précise, le système d'alerte rouge, intégré au bureau de Nadia et reproduit sur mes écrans, a clignoté vivement. « Victor », dit-elle rapidement à l'interphone. « Nous avons une situation très instable au rez-de-chaussée. Richard Harrington est dans le bâtiment. »« Continuez », dis-je, joignant mes mains. Il a contourné physiquement le comptoir de sécurité inférieur, ignorant complètement les agents, et il est actuellement en train de hurler à la réception principale. Il exige un entretien immédiat avec le PDG. Il menace d'appeler la police pour rupture de contrat et fait un scandale terrible. Il a l'air complètement hors de lui. Je me suis levé lentement de mon fauteuil. J'ai ajusté les poignets de ma chemise sur mesure, tout à fait calme, le cœur régulier. Je me suis approché de la baie vitrée et j'ai contemplé la ville immense que j'avais conquise. « Faites-le monter à l'étage exécutif, Nadia », ordonnai-je tranquillement. « Mais sous aucun prétexte vous ne le conduisez à mon bureau privé. »« Entendu. »« Où dois-je l'installer » demanda-t-elle, tapant déjà des instructions pour les agents du hall d'entrée. « Installez-le dans la salle de réunion B, celle qui est vitrée et orientée à l'est. Celle où le soleil intense du matin donne directement dans la pièce et la rend inconfortablement chaude parce que le système de climatisation est en maintenance » demanda Nadia. Une pointe d'amusement sombre traversa sa voix habituellement très professionnelle. « Exactement, » répondis-je. « Dites-lui que le PDG termine un appel international crucial concernant le brusque revirement du marché et qu'il sera à lui sous peu. Prenez son téléphone. Dites-lui que c'est le protocole standard obligatoire pour les réunions d'urgence à cet étage. Laissez-le attendre. » Je me suis rassis et j'ai affiché le flux vidéo de la caméra de sécurité en direct sur mon ordinateur. Les lourdes portes en acier de l'ascenseur se sont ouvertes à l'étage exécutif et Richard Harrington en est sorti comme un taureau furieux et blessé. Il ne ressemblait en rien au roi arrogant et intouchable qui m'avait insulté à table vendredi soir. Son costume italien sur mesure, d'une valeur inestimable, était froissé comme s'il avait dormi dedans ou s'il avait fait les 100 pas dans son bureau toute la nuit. Sa cravate en soie était desserrée et pendait de travers. Son visage était brillant d'une sueur froide de terreur. Ses yeux étaient écarquillés et affolés. Il ressemblait exactement à un homme désespéré qui se noie, s'agitant follement à la recherche d'une bouée de sauvetage qui n'existait tout simplement pas. Nadia l'accueillit dans le couloir avec un professionnalisme glacial. Elle ne scia pas devant ses exigences bruyantes. Elle guida calmement le milliardaire paniqué vers la salle de réunion vitrée, lui demanda fermement de lui remettre son téléphone portable pour des raisons de sécurité, puis ferma la lourde porte insonorisée derrière lui. Pendant 30 minutes interminables, je l'ai laissé s'asseoir seul. Je l'ai observé de près sur le retour caméra, analysant chacun de ses mouvements. Le soleil de plomb du matin traversait les grandes baies vitrées, transformant la pièce en une serre étouffante. Richard arpentait la pièce d'un bout à l'autre sur l'épais tapis comme un animal en cage. Il essuyait vigoureusement son front ruisselant de sueur avec un mouchoir en soie blanche. Toutes les 5 minutes, il frappait violemment la table de réunion en acajou dans un geste de pure frustration impuissante. Il découvrait enfin une sensation qu'il n'avait probablement jamais ressentie de toute sa vie privilégiée et protégée, l'impuissance la plus totale. Il était à la merci d'un homme sans visage qu'il n'avait jamais rencontré, un homme qui détenait tout son patrimoine familial, son vaste portefeuille immobilier et sa liberté personnelle entre ses mains. J'ai pris le dossier contenant les conditions de l'achat hostile, les documents de transfert légaux et les données financières accablantes que Harrison venait de remettre à mon équipe de sécurité. J'ai pris une grande inspiration, laissant la certitude de la victoire m'envahir. Je suis sorti de mon bureau silencieux et j'ai marché lentement dans le couloir vers la salle de réunion B. J'ai posé ma main sur la poignée de porte en métal froid. Il était enfin temps d'entrer et de montrer à Richard Harrington qui était le déchet de la rue. J'ai abaissé la poignée et la porte vitrée de la salle B s'est ouverte avec un léger déclic. Le bruit était discret, mais dans cette pièce étouffante, il résonna comme un coup de canon. Richard Harrington tourna brusquement la tête vers l'entrée.
Il se tenait près de la fenêtre du fond, les mains sur les hanches, sa veste de costume jetée sur une chaise. De grandes auréoles de sueur tachaient sa chemise sur mesure. Lorsqu'il me vit sur le pas de la porte, un dossier à la main, ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. Il cligna des yeux rapidement, peinant à assimiler l'information visuelle. Le choc fut immédiatement suivi d'un accès de cette même rage arrogante que j'avais vue à table. Il fit un pas agressif en avant, son visage prenant une teinte pourpre de colère. Il s'imaginait que je l'avais suivi. Son esprit privilégié croyait sincèrement qu'un homme de mon milieu serait assez mesquin et désespéré pour traquer un milliardaire jusque dans ses bureaux afin de régler un compte personnel, exigeant des excuses ou de l'argent. « Qu'est-ce que vous fichez ici » aboya Richard, sa voix résonnant sur les parois vitrées, dure et stridente. « Vous m'avez suivi jusqu'ici ? Vous êtes complètement fou ? La sécurité. Je vais appeler la sécurité immédiatement. Sortez d'ici tout de suite. Je n'ai pas le temps pour vos jérémiades d'adolescents aujourd'hui. J'attends le PDG de cette entreprise. Et quand il sera là, je m'assurerai que vous soyez arrêté pour violation de propriété privée et harcèlement. Je ne dis pas un mot. Je ne bronchai pas. Je ne rompis pas le contact visuel. Je pénétrai calmement dans la pièce et laissai la lourde porte vitrée se refermer derrière moi. L'insonorisation était absolue. Le bruit de l'activité du siège social disparut, ne laissant que le son de sa respiration lourde et paniquée. Je traversai lentement la pièce. J'ignorais complètement ses cris, le rendant invisible. J'évitais les chaises alignées sur le côté pour me diriger directement vers le grand fauteuil en cuir au bout de la table en acajou. C'était le siège de l'autorité absolue. Je le tirai, m'assis confortablement, ajustai mes manches et croisai délibérément les jambes. J'ai posé le dossier épais sur la table devant moi. « Je vous en prie, Richard, dis-je d'une voix calme mais empreinte d'une autorité incontestable. » Il se figea. Sa main, qui s'apprêtait à ouvrir brusquement la porte pour appeler à l'aide, resta suspendue en l'air. Il me regarda assis dans le fauteuil de direction. Il regarda les chaises vides autour de la table, puis la porte fermée. Enfin, il me fixa, les sourcils froncés dans une profonde incompréhension. Je voyais les rouages tourner dans sa tête, butant contre une réalité qu'il refusait d'accepter. Le cerveau humain est fascinant, face à une réalité impossible qui bouleverse toutes ses certitudes, il tente désespérément de la rejeter. Richard Harrington avait construit toute sa vision du monde sur la certitude absolue que les gens comme moi appartenaient au bas de l'échelle sociale et que les gens comme lui trônaient tout en haut, intouchables. L'image de ma présence dans le fauteuil de direction d'Aérotech brisait ses repères mentaux. « Vous » commença-t-il, sa voix perdant soudain toute son assurance théâtrale. Il déglutit péniblement. « Vous travaillez ici ? C'est ça ? Vous êtes une sorte d'assistant ? Un jeune associé qui fait les courses ? Je vous ai dit de vous asseoir, Richard, répétai-je d'un ton plus froid, exigeant une obéissance absolue. Il ne discuta pas. Il fit un pas hésitant et tremblant vers la table. Ses yeux se posèrent sur le revers de ma veste de costume. Épinglé sur le tissu se trouvait un petit insigne en argent discret. C'était un insigne de sécurité personnalisé, gravé du logo d'Aérotech, avec juste en dessous, en lettres minuscules mais indiscutables, le mot « PDG ». La réalité le frappa lentement, remontant le long de son cou comme une brûlure douloureuse. Sa mâchoire se détendit complètement. Tout son sang quitta son visage, le laissant pâle, livide et incroyablement vieux dans la lumière crue du matin. Il regarda l'insigne d'argent, puis le dossier posé sous mes mains. Enfin, il plongea son regard dans les yeux de l'homme qu'il avait traité de déchet de la rue 72 heures plus tôt. « Non » murmura Richard, secouant lentement la tête, la voix faible et tremblante. Il s'agrippa au bord de la table pour ne pas tomber, ses articulations blanchissant sous la pression. « Non, c'est tout à fait impossible. C'est une plaisanterie de mauvais goût. Vous êtes le petit ami de Pénélope. Vous n'êtes personne. » Vraiment, demandai-je en me penchant légèrement en avant, posant mes coudes sur le bois précieux, le fixant d'un regard de prédateur. Vous avez fait faire une enquête sur moi, n'est-ce pas, Richard, avant ce dîner ? Je le sais. Vous avez engagé des détectives privés grassement payés. Vous vouliez savoir exactement qui fréquentait votre fille chérie. Vous vouliez savoir si je représentais une menace pour son héritage. Il me fixa, ouvrant et fermant la bouche en silence, incapable de formuler une phrase cohérente.
Sa poitrine se soulevait sous l'effet de la panique. Vos détectives ont vu exactement ce que vous les payez pour voir, continuai-je, ma voix tranchant l'air lourd de la pièce comme un scalpel. Ils ont vu les foyers d'accueil financés par l'État. Ils ont vu l'université publique locale. Ils ont vu les années de travail acharné dans les restaurants routiers et sur les chantiers de construction. Et dès que vous avez lu ces détails sur le rapport, votre cerveau d'aristocrate s'est arrêté de fonctionner. Vous avez cessé de chercher. Vous avez supposé que l'histoire s'arrêtait là. J'ai tapoté doucement le dossier sur la table. Vous étiez tellement occupé à me regarder de haut que vous avez oublié de regarder où j'étais allé après avoir lavé le sol de ces restaurants. Vous n'avez pas vu les brevets internationaux de technologie verte déposés à mon nom civil. Vous avez raté l'introduction en bourse de cette entreprise. Vous avez complètement ignoré le fait indiscutable que le déchet que vous avez publiquement humilié vendredi soir possède la survie même dont votre entreprise à l'agonie a besoin aujourd'hui. Les genoux de Richard se dérobèrent enfin. Il s'effondra lourdement sur la chaise en face de moi, tombant comme un sac de pierre. Il parut soudain 10 ans de plus. Le patriarche milliardaire, le roi de Newport qui donnait des ordres aux politiciens et aux magnats, semblait incroyablement petit, dégonflé et brisé. Victor, balbutia-t-il, la voix tremblant violemment. Il essuya la sueur de son front, ébouriffant ses cheveux impeccables qui se dressèrent par mèches. Monsieur Thorne, s'il vous plaît, il y a eu un terrible malentendu. Était-ce un malentendu quand vous m'avez regardé droit dans les yeux pour me traiter de chien errant, demandai-je calmement, sans élever la voix, laissant la froide réalité de la pièce faire son œuvre. Était-ce un simple malentendu quand vous avez annoncé devant une assemblée de notables que je polluais votre noble lignée? J'étais ivre, plaida-t-il désespérément, se penchant sur la table, les mains jointes dans un geste pitoyable de supplique. J'étais soumis à une pression inimaginable. Vous devez comprendre, c'était un dîner de famille privé. Je me défoulais. Cela n'avait absolument rien à voir avec cette fusion d'entreprises. Vous devez faire la part des choses entre le personnel et le professionnel. Vous ne pouvez pas laisser une querelle personnelle ruiner une acquisition de 4 milliards de dollars. Cela a tout à voir avec les affaires, répliquai-je, laissant poindre ma colère sous mon masque de calme. Tout mon modèle d'entreprise repose sur la recherche de potentiel là où les autres ne voient rien. J'investis dans les gens. J'investis dans le travail, la résilience et l'intégrité. Votre entreprise est construite sur l'exclusion, sur le prestige usurpé. Elle repose sur l'idée arrogante et dépassée que les noms hérités importent plus que l'innovation et le courage. Je ne m'associe pas avec les dinosaures à l'agonie, Richard. Je les enterre. Vous ne pouvez pas me faire ça, dit-il, de vraies larmes perlant au coin de ses yeux. Le spectacle de cet homme pleurant sur son argent était profondément pathétique. Vous ne pouvez pas retirer les fonds. Sans cette fusion, les actions de Harrington Energy vaudront 0 d'ici midi. Nous serons totalement insolvables d'ici la fin de la semaine. Toute ma famille sera ruinée. C'est l'enterrement de notre entreprise. Pensez à l'héritage de la société. Pensez aux milliers d'employés qui dépendent de moi pour leur salaire. Pensez à Pénélope. Je pense aux employés, Richard, dis-je d'une voix glaciale. J'ai ouvert le dossier et j'ai sorti la liasse de documents financiers que Harrison m'avait remise 1 heure auparavant. J'ai fait glisser la première page sur la table jusqu'à ce qu'elle s'arrête sous ses yeux. C'était un registre interne très détaillé et parfaitement illégal. Il montrait exactement comment Richard avait détourné des millions de dollars des fonds de pension des employés, mois après mois, pour couvrir ses dettes d'entreprise massives, ses appels de marge et les dépenses exorbitantes de sa femme. Richard regarda le document. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur. Le dernier espoir quitta son visage. Il se savait piégé. Vous leur avez volé leur salaire, dis-je d'une voix chargée d'un dégoût profond. Vous avez pillé les comptes de retraite de la classe ouvrière pour protéger votre train de vie de milliardaire. Vous risquiez l'argent des études de leurs enfants pour faire le plein de votre jet privé et payer les cotisations de country club de votre femme. Vous n'êtes pas un homme d'affaires, Richard. Vous êtes un criminel, un lâche voleur. Il ne dit rien. Il ne le pouvait pas. Il fixa le papier, ses mains tremblant si fort qu'elles s'entrechoquaient sur le bois de la table. Je ne vais pas vous laisser détruire leur vie, déclarai-je fermement en me rhabillant d'autorité. Voici les nouvelles conditions, Richard. Aerotech va acquérir Harrington Energy aujourd'hui, mais ce ne sera pas une fusion d'égal à égal. Ce sera une offre publique d'achat hostile.
Nous allons racheter votre entreprise en ruine pour exactement $1 par action afin de lui éviter la faillite et d'empêcher l'effondrement des fonds de pension. $1 ? Étouffa Théil, me fixant, le visage déformé par une agonie sincère. Cela détruit toutes mes parts. Cela détruit toute ma fortune. Je me retrouve sans rien. Vous n'avez déjà plus rien, le corrigeai-je froidement. Mais il y a une dernière condition à ce sauvetage. Vous allez signer une lettre de démission immédiate, sans parachute doré, sans indemnité de départ, sans contrat de consultant pour vous faire taire. Vous allez quitter cette entreprise à l'instant même, les mains vides, et vous ne remettrez plus jamais les pieds dans un bâtiment de Harrington Energy tant que vous vivrez. J'ai bâti cette entreprise, hurla-t-il, un dernier sursaut d'arrogance pitoyable lui faisant frapper la table de son poing tremblant. Vous ne pouvez pas me priver de mon héritage. Il appartient à ma famille. Et hier soir, vous l'avez détruit par votre propre arrogance, répliquai-je froidement. Vous avez exactement 10 minutes pour vous décider. Si vous refusez de signer les documents de transfert et de démission maintenant, je sors de cette pièce et je remets ce dossier complet à la SEC et au procureur fédéral. Vous passerez le reste de vos jours dans une cellule de prison fédérale. Votre femme vous quittera, vos biens seront saisis et vous mourrez en cage. Chose. Il me regarda, puis regarda les preuves accablantes sur la table. Il était totalement acculé. Il n'y avait aucun avocat grassement payé pour le sauver cette fois-ci, aucun fonds fiduciaire pour acheter sa liberté. Pour la toute première fois de sa vie, Richard Harrington devait payer le juste prix de ses actes. Le silence dans la salle de réunion B était lourd et étouffant. Je restais parfaitement immobile, regardant Richard se débattre avec la destruction totale de son ego. L'horloge murale égrenait bruyamment les secondes de son règne. Exactement 10 minutes plus tard, la porte s'ouvrit. Nadia entra, d'un calme olympien. Elle était suivie de près par 2 hommes. Le premier était Gregory, le principal avocat d'affaires de Harrington Energy. Il semblait terrifié, serrant sa sacoche en cuir contre sa poitrine comme un bouclier. Le second était Harrison, le directeur financier qui avait fourni les preuves du détournement. Harrison semblait épuisé, sa cravate desserrée, mais profondément soulagé. Derrière eux, dans le couloir, se tenait Donovan, mon chef de la sécurité, les bras croisés. Richard regarda ses cadres entrer avec espoir, s'attendant à ce qu'ils le soutiennent, que Gregory commence à me menacer de poursuite pour rupture de contrat ou sabotage d'entreprise, exigeant un règlement. Au lieu de cela, Gregory s'approcha silencieusement de mon côté de la table, évitant le regard désespéré de Richard, et ouvrit sa sacoche. Il en sortit une liasse de contrats d'acquisition finalisés et une lettre de démission. Gregory, murmura Richard, la voix brisée comme celle d'un enfant apeuré. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes mon avocat. Défendez-moi. Faites quelque chose. Gregory regarda ses chaussures de luxe, incapable de croiser le regard de son patron. Je suis désolé, Richard. En tant que conseiller juridique de l'entreprise, mon devoir fiduciaire va à la survie de l'entité morale, pas à votre personne. Le conseil d'administration s'est réuni en urgence par téléphone il y a 15 minutes. Compte tenu de la chute catastrophique de l'action et des irrégularités documentées dans la comptabilité du fonds de pension que M. Harrison a porté à notre attention ce matin, ils ont voté à l'unanimité pour accepter l'offre d'acquisition d'Aérotech. Vous avez été officiellement démis de vos fonctions de direction, avec effet immédiat. Richard se tourna vers Harrison, un regard de haine pure dans les yeux. C'est toi. Tu lui as donné les registres. Tu m'as trahi après tout ce que j'ai fait pour toi. Harrison regarda enfin Richard en face, les épaules droites, libéré de sa peur habituelle. Non, Richard. J'ai sauvé les employés que vous vous apprêtiez à sacrifier. J'ai sauvé les gens qui font le vrai travail pendant que vous jouez au golf et buvez du scotch. J'ai sauvé mon âme. C'est fini. J'ai ramassé un stylo en argent sur la table et l'ai fait glisser sur le bois précieux jusqu'aux mains tremblantes de Richard. J'ai poussé la lettre de démission vers lui. Signé, ordonnai-je, sans discussion possible. Richard Harrington prit le stylo. Sa main tremblait si fort qu'il pouvait à peine tenir le métal froid. Il regarda la feuille de papier qui allait officiellement le dépouiller de son titre, de son pouvoir, de sa richesse et de son identité même. Il laissa échapper un soupir brisé qui ressemblait à un sanglot de défaite. Lentement, douloureusement, comme un condamné marchant vers l'échafaud, il posa le stylo sur le papier et apposa sa signature au bas de la page.
C'était fait. Le roi milliardaire était déchu. J'ai récupéré le document, vérifié la signature et l'ai remis à Nadia. Enregistrez cela immédiatement, envoyez le communiqué de presse au réseau financier. Faites savoir au monde qu'Aerotech prend le contrôle total de Harrington Energy. Je me suis levé et j'ai boutonné ma veste. J'ai regardé l'homme brisé affalé sur sa chaise. Votre badge de sécurité a été définitivement désactivé, Richard. Donovan va vous escorter hors du bâtiment. Richard se leva lentement. Il ne me regarda pas. Il ne regarda ni Harrison ni Gregory. Il semblait vidé de sa substance, une coquille vide qui venait de perdre tout son univers. Oh, et Richard, dis-je, l'arrêtant alors qu'il atteignait la porte vitrée. Il s'arrêta, la main posée faiblement sur la poignée. Donovan va vous faire descendre par le monte-charge à l'arrière du bâtiment, l'informai-je d'une voix glaciale. Nous aimons garder le hall principal dégagé pour les personnes qui ont vraiment leur place ici. Donovan posa une main ferme sur l'épaule de Richard et le guida dans le couloir. Je l'ai vu à travers la vitre se faire emmener comme un vulgaire intrus, contraint de descendre dans l'ascenseur de service sale parmi les balais et les produits d'entretien. C'était le genre de justice poétique que l'argent ne peut pas acheter. À 14h cet après-midi-là, l'acquisition de l'entreprise fut officiellement annoncée sur toutes les chaînes d'information financière du pays. L'action de Harrington Energy se stabilisa légèrement, sortant de sa chute libre maintenant que le marché savait qu'Aerotech injectait des capitaux massifs et reprenait les opérations quotidiennes. Mon bureau était une véritable ruche. Les avocats allaient et venaient avec des piles de documents. Les équipes de transition organisaient la logistique et gelaient les comptes de Harrington. J'étais debout près de la fenêtre, examinant un nouvel organigramme pour la fusion, quand Nadia m'appela à l'interphone. Sa voix était inhabituellement douce. Victor, Pénélope est dans le bâtiment. Elle a contourné la sécurité du hall d'entrée car elle possédait encore le code d'accès invité que vous lui aviez donné le mois dernier. Elle est devant votre bureau. Je peux demander à Donovan de l'escorter dehors immédiatement si vous le souhaitez. J'ai marqué une pause, observant la ligne d'horizon de la ville. Une partie de moi voulait la renvoyer pour ne plus jamais revoir son visage. J'en avais fini avec le mélodrame de la famille Harrington et leur toxicité. Mais une autre partie de moi, celle qui l'avait sincèrement aimé, savait que j'avais besoin de tourner la page de manière définitive. Et peut-être elle aussi. Non, dis-je doucement. Laissez-la entrer. La lourde porte en bois de mon bureau privé s'ouvrit lentement. Pénélope entra. Elle semblait bien différente de la riche héritière impeccable que j'avais laissée dans l'allée de gravier vendredi soir. Elle ne portait ni soie sur mesure ni bijoux coûteux. Elle portait un jean simple et un pull délavé trop grand pour elle. Ses cheveux étaient attachés à la hâte, et ses yeux étaient rouges et gonflés par des heures de pleurs. Elle se tenait maladroitement près de la porte, serrant ses bras contre sa poitrine comme si elle avait froid, regardant mon immense bureau de direction comme si elle me découvrait pour la première fois. Elle prit la mesure du bureau en acajou, de la vue panoramique, de l'envergure de mon entreprise. Elle comprenait enfin la véritable stature de l'homme qu'elle avait fréquenté. L'illusion était brisée. Victor, commença-t-elle, la voix enrouée et faible. Asseyez-vous, Pénélope, lui proposai-je doucement, désignant le canapé en cuir dans le coin de la pièce. Je n'allais pas me montrer cruel envers elle. La guerre était finie, la bataille gagnée. Il n'était pas nécessaire de brûler la terre. Elle s'approcha lentement et s'assit sur le bord du canapé, gardant les genoux serrés, regardant ses mains, incapable de croiser mon regard. « Je sais tout », murmura-t-elle. Une larme glissa sur sa joue. J'ai passé la matinée à parler à ma mère, puis à Grégory. Je les ai forcés à me dire la vérité. Je sais que ma mère est venue chez toi ce matin et a essayé de t'acheter avec un chèque. Je sais pour le détournement des fonds de pension. Je sais exactement ce que mon père a fait à ses employés. Je m'assis dans le fauteuil en face d'elle, posant mes coudes sur mes genoux, lui accordant toute mon attention. C'est une journée difficile pour vous. C'est une journée horrible, me corrigea-t-elle, la voix tremblante. Elle prit une inspiration tremblante, levant enfin les yeux vers moi. Son regard était rempli d'une onde profonde et de regret. Je suis venu m'excuser, Victor, pas seulement pour vendredi soir, mais pour tout. J'ai été aveugle ces 2 dernières années. J'ai grandi dans cette bulle de privilèges et j'ai laissé leur arrogance m'infecter. Quand mon père t'a insulté, je ne t'ai pas défendu parce que j'étais lâche.
J'avais peur de perdre ma vie confortable, mon héritage et mon rang. J'ai choisi ma sécurité plutôt que ta dignité. Et pour cela, je suis sincèrement désolé. J'ai les regardé attentivement. Pour la première fois de notre relation, elle ne portait pas son masque de perfection sociale. Elle était mise à nu, confrontée à la laideur de son monde et à ses propres failles morales. J'apprécie vos excuses, Pénélope, dis-je sincèrement, ma voix s'adoucissant. Vraiment. Il faut du courage pour admettre ces choses, surtout devant moi. Y a-t-il un moyen, hésita-t-elle, sa voix se brisant dans un sanglot. Y a-t-il un moyen de recommencer à zéro, sans l'argent, sans ma famille, sans les mensonges et la pression? Je peux changer, Victor, je le promets. J'ai ressenti un pincement de tristesse au cœur. J'ai tendu la main et ai doucement posé ma main sur la sienne. C'était un geste de réconfort, mais aussi de fin définitive. Non, Pénélope, dis-je doucement mais avec une certitude absolue. C'est impossible. Elle ferma les yeux, laissant couler ses larmes. Elle ne discuta pas, ne fit pas de scène. Au fond d'elle, elle savait que c'était la vérité. Vous devez découvrir qui vous êtes en dehors du nom Harrington, lui expliquai-je calmement. Vous devez apprendre à vous tenir debout sans fonds fiduciaire pour vous rattraper. Et de mon côté, j'ai besoin de quelqu'un qui se tienne à mes côtés quand le feu fait rage, pas de quelqu'un qui doit apprendre à me défendre après coup. Les fondations de notre relation sont brisées et nous ne pouvons pas construire une vie là-dessus. Tout s'effondrerait à nouveau. Elle acquiesça lentement, comprenant le caractère définitif de mes paroles. Elle essuya son visage avec la manche de son pull et se leva. Elle semblait plus petite, mais d'une certaine manière, en affrontant la vérité, un peu plus forte qu'avant. Merci, Victor, dit-elle doucement en se dirigeant vers la porte. Merci d'avoir été honnête avec moi, et merci d'avoir sauvé les employés aujourd'hui. Ils ne méritaient pas de perdre leur vie à cause de la cupidité de mon père. Prenez soin de vous, Pénélope. Je la regardais sortir de mon bureau, fermant doucement la porte derrière elle. C'était la fin d'un chapitre. La tempête s'était enfin éloignée, laissant un espace propre, calme et vide. Mais il me restait encore une quantité de travail phénoménal à accomplir. Un mois plus tard. La période de transition fut intense, épuisante et tout à fait nécessaire. J'ai pratiquement vécu au siège de l'entreprise, dormant sur le canapé de mon bureau, survivant grâce au café noir et à ma seule volonté. Intégrer une culture d'entreprise aussi lourde et toxique que celle de Harrington Energy dans la machine d'Aérotech revenait à essayer d'apprendre à un vieux dinosaure à piloter un vaisseau spatial. La résistance était forte parmi les cadres intermédiaires, mais je les ai écartés méthodiquement. Par une matinée fraîche de mardi, j'ai tenu ma première réunion générale officielle du conseil d'administration en tant que président-directeur général de la nouvelle entité fusionnée. La salle du conseil était pleine à craquer. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable. Les anciens dirigeants de Harrington Energy se tenaient rigides sur leur siège de luxe, terrifiés à l'idée d'être licenciés, sachant que leur emploi ne tenait qu'à un fil. Je me tenais en bout de table, à la place même où Richard distribuait autrefois ses ordres toxiques. Laissez-moi être très clair sur la nouvelle direction de cette entreprise, commençai-je, parcourant la pièce du regard pour croiser les yeux de chaque personne présente. L'ère des privilèges d'entreprise est définitivement révolue. Nous ne gérons plus un country club pour l'élite. Nous dirigeons une entreprise de technologie et d'énergie de pointe. Votre nom de famille ne signifie rien pour moi. Votre pédigré ne signifie rien. La seule chose qui compte désormais dans ce bâtiment, c'est votre compétence, votre intégrité et votre travail acharné. J'ai vu quelques-uns des plus jeunes cadres acquiescer légèrement. Les plus anciens déglutirent péniblement, ajustant leur cravate. Ce qui m'amène à notre première mesure, dis-je, prenant une télécommande pour allumer l'écran géant derrière moi. Il afficha un relevé détaillé de transactions boursières surlignées en rouge avec des horodatage précis. Preston Harrington, appelé-je d'un ton sec. Assis au milieu de la table, tentant de se fondre dans le décor, Preston sursauta sur sa chaise de cuir. Il avait réussi à conserver son titre de vice-président pendant la phase de transition en se cachant derrière des couches de gestion intermédiaire et en évitant mon étage. Il se leva, tentant de bomber le torse pour afficher son assurance habituelle, mais ses yeux trahissaient sa panique. Il ressemblait à un animal pris au piège. « Oui, Victor, dit-il, tentant d'utiliser mon prénom pour feindre une proximité familière. Monsieur Thorne pour vous,
le corrigeai-je immédiatement, ma voix claquant comme un fouet, coupant court à sa tentative de familiarité. J'ai examiné les registres de transactions du matin de l'acquisition. Il semble que vous ayez tenté de vendre à découvert massivement les actions de cette entreprise et de liquider des millions d'actions de votre fonds fiduciaire personnel en vous basant sur des informations privilégiées. Concernant l'échec de la fusion, quelques heures seulement avant l'annonce publique, Preston devint blafard. Tout son sang quitta son visage si rapidement que je crus qu'il allait s'évanouir. La salle du conseil plongea dans un silence de mort. C'est un malentendu complet concernant les actions automatisées de mon courtier, balbutia Preston, son arrogance évaporée. J'ai une équipe d'avocats qui saura expliquer les algorithmes. Vous n'avez pas besoin d'avocats pour expliquer cela, Preston. Vous avez besoin d'avocats pour vous éviter la prison fédérale pour délit d'initié, l'interrompis-je en lui coupant la parole. Pendant que votre père suppliait pour sauver son entreprise dans mon bureau, vous tentiez activement de la détruire pour sauver votre fonds fiduciaire. Vous avez essayé de spéculer sur la perte de milliers d'emplois et l'effondrement du patrimoine de votre propre famille. Je le regardais avec un dégoût non dissimulé. Vous êtes licencié, avec effet immédiat pour faute grave. Vous ne recevrez aucune indemnité, aucun bonus, et vous avez exactement 10 minutes pour vider votre bureau avant que Donovan ne vous escorte physiquement jusqu'au trottoir. Ne remettez plus jamais les pieds dans ce bâtiment. La bouche de Preston s'ouvrit sans qu'un son n'en sorte. Il regarda autour d'il, cherchant désespérément un allié dans la salle. Personne ne bougea. Personne ne dit un mot. Tous détournèrent le regard, coupant les ponts avec le navire en perdition. Il jeta violemment son stylo sur la table, jura entre ses dents et quitta la pièce, sa fierté irritée volant en éclats devant ses pairs. Maintenant, continuai-je, me tournant à nouveau vers l'assemblée comme s'il ne s'était rien passé, opérant une transition fluide. Parlons des personnes qui ont réellement maintenu cette entreprise à flot pendant la crise. Harrison. Harrison se redressa, l'air nerveux mais plein d'espoir. Vous avez géré une situation impossible, lui dis-je publiquement, validant sa prise de risque. Vous avez protégé les employés quand la direction les abandonnait. À compter d'aujourd'hui, vous recevez une promotion majeure. Vous êtes nommé directeur opérationnel de toute la division énergie. Vous avez ma totale confiance. Harrison acquiesça fermement, le visage empreint d'une profonde gratitude. Le message était clair pour toute l'entreprise, le travail acharné et l'intégrité seraient récompensés, tandis que la toxicité et le sentiment de supériorité seraient éliminés sans ménagement. La chute rapide et brutale de la famille Harrington devint la grande leçon de morale de l'élite financière. On en parlait à voix basse dans les country clubs, les galas de bienfaisance et les conseils d'administration de tout l'État. L'univers a une drôle de manière de rééquilibrer les plateaux de la balance. Le karma n'est pas qu'un concept, c'est un comptable d'une efficacité redoutable, et la facture finit toujours par arriver. Dans les 2 semaines qui ont suivi l'achat hostile, la Security and Exchange Commission a lancé une enquête fédérale publique sur la gestion des fonds de pension par Richard Harrington, entièrement basée sur le disque dur crypté que j'avais fourni. Les procureurs fédéraux ont agi avec une rapidité terrifiante. Les comptes bancaires de Richard, ses biens personnels et ses portefeuilles d'investissement ont été immédiatement gelés par décision de justice. Le grand milliardaire, l'homme qui affirmait que les égarés n'avaient pas leur place à sa table, se retrouva soudain incapable de payer les frais d'entretien de son manoir de Newport. Margaret Harrington, fidèle à sa nature superficielle et égoïste, ne soutint pas son mari dans la tempête. Le jour même où la SEC annonça les inculpations fédérales, ses avocats demandèrent le divorce en urgence. Elle tentait désespérément de rompre ses liens juridiques avec Richard pour protéger ses propres biens restants, affirmant n'avoir eu aucune connaissance de ses délits financiers. Pour payer ses frais d'avocat massifs, elle fut contrainte de vendre aux enchères, de manière humiliante, sa collection d'art modernes, ses sacs de créateurs et ses bijoux anciens à une fraction de leur valeur réelle. Preston, privé de son titre et privé de son fonds fiduciaire gelé, fit face à un véritable cauchemar. Sans son salaire de direction pour financer son train de vie, il se retrouva en défaut de paiement. J'ai appris que la banque avait saisi sa Rolls-Royce noire directement dans l'allée de son appartement de luxe. Il quitta discrètement l'État, totalement déshonoré, contraint de chercher un véritable travail pour la première fois de sa vie. Le nom de famille, que Richard avait adoré par-dessus tout, était désormais radioactif. Ils étaient devenus des parias. Ils n'étaient plus invités aux dîners exclusifs, on ne leur offrait plus les meilleures tables dans les restaurants.
Ils étaient devenus exactement ce qu'ils avaient toujours craint d'être, insignifiants. Pendant que l'ancien régime s'entre-déchirait dans les tribunaux, je me concentrais sur la construction de l'avenir. Ma priorité en tant que nouveau PDG n'était pas de restructurer le conseil d'administration ou de plaire aux analystes de Wall Street. Ma priorité était de sécuriser les fondations de l'entreprise. Au cours de ma 3e semaine de direction, j'ai évité les bureaux de direction pour prendre un vol commercial vers le Texas et me rendre directement dans notre plus grande usine de traitement d'énergie. Je ne portais pas de costume italien sur mesure, mais un casque de chantier, un gilet de sécurité et des chaussures de sécurité. J'ai rassemblé les chefs d'équipe, les représentants syndicaux et des centaines d'ouvriers dans le grand entrepôt central. C'étaient des hommes et des femmes rudes et travailleurs qui avaient passé le mois dernier dans la terreur de perdre leur emploi. Leurs visages étaient marqués par la graisse et la sueur. Je connais les rumeurs que vous avez entendues ce mois-ci, ai-je dit à la foule, ma voix couvrant le grondement des machines lourdes. Je sais qu'on vous a dit que cette entreprise faisait faillite. Je sais que vous vous inquiétez pour vos salaires, votre couverture santé et votre avenir. J'ai regardé un homme au premier rang. Il semblait avoir la fin de la cinquantaine, les mains calleuses par des décennies de travail manuel, le visage marqué par l'inquiétude. Il ressemblait exactement à un homme qui s'inquiétait en silence de payer le mariage de sa fille ou de financer les études de son fils. Je suis ici aujourd'hui pour vous donner ma garantie personnelle absolue, déclarai-je d'une voix forte pour être entendu jusqu'au fond du bâtiment. Chaque dollar de votre fonds de pension a été audité, entièrement restauré et définitivement sécurisé par Aerotech. Votre retraite est sauve. Vos cotisations sont sauves. Vos emplois sont saufs. Nous ne fermons pas ces usines, nous les modernisons. Le soupir de soulagement collectif qui traversa la foule fut presque palpable. On pouvait sentir le fardeau de l'angoisse s'envoler de leurs épaules. Plusieurs ouvriers ont applaudi. L'homme du premier rang a essuyé ses yeux du revers de son gant sale, m'adressant un hochement de tête en guise de remerciement silencieux et profond. Au cours des 2 années qui ont suivi, la transformation de l'entreprise a été incroyable. Nous avons pris l'infrastructure de combustibles fossiles vieillissante et inefficace de Harrington Energy pour l'intégrer à la technologie verte de pointe d'Aerotech. Nous avons transformé les anciennes raffineries en pôles de production d'énergie propre. Nous avons requalifié des milliers d'employés, leur transmettant de nouvelles compétences pour une économie en mutation, veillant à ce que personne ne soit laissé de côté. Nous n'avons pas seulement sauvé l'entreprise, nous avons révolutionné toute l'industrie. Le cours de l'action n'a pas seulement remonté, il a doublé, garantissant l'avenir financier de toutes les personnes impliquées. Mais plus important encore, nous avons bâti une culture de loyauté solide. Les personnes qui travaillaient pour moi savaient que je les respectais sincèrement. Ils savaient que j'accordais de l'importance à la sueur de leur front et à l'intégrité de leur caractère, bien plus qu'au nom de famille inscrit sur leur acte de naissance. 2 ans se sont écoulés depuis ce terrible dîner à Newport. Ce soir, je me tiens seul sur l'immense balcon du siège social d'Aerotech, à 50 étages au-dessus de la ville lumineuse. Le vent de la nuit est froid, traversant ma veste, mais le café dans ma main est chaud. Je regarde le réseau infini de phares et de lampadaires, pensant au voyage imprévisible qui m'a mené à cet endroit précis. Je repense à ce terme d'égaré. Richard Harrington l'a utilisé comme une arme. Il s'en est servi pour me faire sentir petit, isolé et indigne de respect. Il pensait que le fait d'être un égaré faisait de vous un déchet destiné à être jeté à la rue. Mais en me tenant ici aujourd'hui, contemplant un empire bâti sur le travail acharné, la résilience et un engagement inébranlable à faire ce qui est juste, je réalise qu'il se trompait sur toute la ligne. Être un égaré ne signifie pas que vous êtes un déchet. Cela signifie que vous avez survécu. Cela signifie que vous avez été jeté dans un monde froid et impitoyable sans filet de sécurité, sans fonds fiduciaires, sans nom de famille puissant pour vous protéger des loups. Et que vous avez tout de même trouvé le moyen d'allumer un feu. Vous avez tout de même trouvé comment vous battre, comment vous adapter et comment surmonter votre condition. Les personnes obsédées par la lignée et le sang sont généralement celles qui n'ont absolument rien d'autre à offrir au monde. Elles dépendent entièrement des réalisations de leurs ancêtres décédés parce qu'elles manquent de la force et du courage nécessaires pour accomplir quoi que ce soit par elles-mêmes. Elles construisent de grands murs d'arrogance pour masquer leurs profondes insécurités. J'avais l'habitude d'éprouver de la colère envers elles. Aujourd'hui, je les plains. J'ai trouvé ma famille. Elle n'est pas définie par le sang ou par des armoiries sur une bague. Ma famille est définie par les personnes qui se sont tenues à mes côtés,
celle qui travaille dur chaque jour pour bâtir quelque chose de significatif, et celle qui juge un homme à ses actes, pas à son compte en banque. Et quant à la vengeance, certains disent que c'est un plat qui se mange froid. Je ne suis pas d'accord. Je pense que la meilleure des vengeances est tout simplement une réussite éclatante et incontestable, drapée dans une indifférence totale envers les personnes qui ont tenté de vous briser. Avez-vous déjà été confronté à une situation similaire? Avez-vous déjà dû tenir tête à quelqu'un qui vous regardait de haut? Quelqu'un qui tentait de vous faire sentir insignifiant en raison de vos origines? Avez-vous dû fixer des limites strictes avec des membres de votre famille ou des beaux-parents toxiques qui se croyaient supérieurs à vous? J'aimerais beaucoup lire vos témoignages dans les commentaires ci-dessous. Partagez votre histoire. Et enfin, pour ceux d'entre vous qui m'écoutent encore à la toute fin de cette vidéo, j'ai une demande spéciale. Vous faites partie de ce que j'appelle le club des 1%. S'il vous plaît, allez dans les commentaires dès maintenant et écrivez le mot « survivant » ci-dessous. C'est notre code secret. Il me permet de savoir exactement quelles sont les personnes formidables qui sont restées avec moi tout au long de ce parcours. C'est vous qui êtes les vrais vainqueurs. Si cette histoire vous a plu, aidez-moi en cliquant sur le bouton « j'aime » et en vous abonnant à la chaîne. Votre soutien est ma plus grande motivation pour continuer à partager ces parcours incroyables avec vous. Restez forts. Continuez à vous battre pour ce que vous méritez. Ne laissez jamais personne décider de votre valeur.